Pour la session suivante, je vais appeler Arthur Coussy, qui est chef du projet Missions et 100 villes à la ville de Marseille, Aurore Collin, qui est chef de projet à I4C, Cécile Bordier, chef de projet Finance Carbone, qui elle aussi, je crois, a monté une coopérative carbone, mais pour la ville de Paris, Véronique Ménez de l'ANCT, qui est coordinatrice des fonds européens, et Alexis Roux, le directeur régional de la Banque des territoires. Et Arthur, je crois que c'est à toi que je passe la main pour l'animation. C'est parti. Merci beaucoup. Merci à France Ville Durable d'organiser tout ça. Merci de nous donner l'occasion de discuter des investissements et du financement avec cette belle table ronde. Je suis très honoré d'avoir préparé cette table ronde et d'avoir ces différentes interventions qui vont bien nous éclairer. Parce que les financements, finalement, c'est un peu le nerf de la guerre quand même. On parle beaucoup de concepts depuis 2 jours, mais quand il n'y a pas de financement, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Enfin, en tout cas, on peut imaginer plein de solutions, mais en tout cas, ça reste quand même un vrai sujet. Et finalement, les financements, c'est un peu la force de travail nécessaire à la réalisation des différents projets, que ce soit sur des pistes cyclables, des aménagements, des extensions de bus à haut niveau de service, que ce soit sur la rénovation énergétique, que ce soit la renaturation, tout un tas de financements et tout un tas de RH nécessaires à réaliser les projets. Donc je suis ravi qu'on puisse avoir un temps dédié à ce sujet-là. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans les PCAET, globalement, pour moi, c'est un peu un absent, le financement. Rares sont les PCAET à être très clairs sur comment on finance toutes les actions, quels sont tous les financements nécessaires à l'atteinte des objectifs. Je trouve que c'est un vrai impensé et je trouve que c'est la vraie valeur ajoutée des canevas, il faut le dire, un peu complexes, qui nous sont demandés d'être remplis dans le cadre de la mission ville, puisqu'il y a une dernière dimension, après l'engagement, dans le volet 1, l'engagement, qui fait plutôt référence à la table ronde d'avant, où on demande tout un tas d'engagements d'acteurs du territoire. Il y a un dernier volet, le volet 3, sur les plans d'investissement, qui vise à identifier tous les investissements nécessaires sur le territoire pour le décarboner. Alors c'est très focalisé carbone, mais il n'empêche que c'est une vraie pierre à l'édifice du travail qu'on doit tous faire ensemble et des défis qu'on doit relever. Il y a d'autres initiatives sur le sujet des financements. Il y a des budgets verts, je pense qu'on entendra Paris nous en parler, avec une vraie interrogation sur ces budgets verts, puisque la méthodologie n'est pas du tout normée. Donc grosso modo, chaque collectivité fait son budget vert à sa sauce. Il y a déjà des collectivités qui ont 100% de leur budget vert. On se demande comment. Et la transparence n'est pas toujours au rendez-vous sur la méthodologie qui est employée. Donc pour moi, il y a aussi peut-être dans cette table ronde un appel à la standardisation de la méthodologie. Et I4C, qui a développé des choses, pourra peut-être y revenir. Voilà parmi les questions que j'ai à l'esprit autour de cette table ronde. Est-ce qu'on a les idées claires sur les besoins ? Comment orienter, rediriger ? Ce matin, Sébastien Maire a évoqué le fait qu'on avait une capacité de financement dans les collectivités importante et qu'il y a une redirection à opérer. C'est vrai. Est-ce que ça suffira ? C'est peut-être une question, j'espère qu'on pourra peut-être en débattre. Évidemment, parler des outils existants, peut-être en parler aussi des outils qui sont sous-mobilisés aujourd'hui. Et là, je pense que la Banque des territoires pourra peut-être nous éclairer. Et aussi les financements européens, évidemment, qu'on ne mobilise pas assez. Voilà, en gros, le périmètre de la table ronde. Et je propose d'ores et déjà rentrer dans le concret avec Paris, qui va nous parler de ce que vous faites et qui va certainement nous inspirer. Oui. Merci Arthur pour cette introduction. Alors, je ne vais pas couvrir tous les sujets, je pense qu'on va y revenir après au fur et à mesure. Je suis désolé, je me suis trompé. En fait, on doit commencer par I4C et c'est beaucoup plus cohérent. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, I4C va nous dresser un panorama des besoins d'investissement et d'ingénierie des collectivités. On l'avait préparé pourtant. Donc, en fait, je donne la parole à I4C, Aurore Collin. Oui, merci Arthur. Pas de problème. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à présenter les résultats d'une étude sur les besoins d'investissement. Donc en effet, je vais un petit peu planter le décor pour commencer cette table ronde sur les besoins d'investissement et de financement des collectivités pour le climat. Je voudrais juste commencer par dire que, en effet, les villes ont des compétences clés aujourd'hui pour la neutralité carbone. C'est vrai que les objectifs sont fixés au niveau national, par la stratégie nationale bas carbone notamment. Donc objectif plutôt ambitieux, enfin même très ambitieux, neutralité carbone en 2050. Mais en fait, la mise en œuvre, c'est aussi et surtout les collectivités, dont les villes. Les villes ont des compétences en aménagement, urbanisme, sur leurs bâtiments, sur le transport aussi, la mobilité électrique, le covoiturage. Donc tout ça, vous connaissez très bien, mais c'est important de le rappeler que la mise en œuvre, ce sera aussi les collectivités qui vont devoir s'y mettre.
D'autant plus que les solutions techniques aujourd'hui, on les connaît et de mieux en mieux. On sait de mieux en mieux ce qu'il faut faire pour décarboner. La question, c'est maintenant comment on s'y met, comment on met en œuvre. Évidemment, il faut un petit peu de volonté politique, technique, d'ingénierie, mais il faut surtout aussi, et c'est le sujet de la table ronde, des moyens. Des moyens à mettre sur la table pour justement mettre en œuvre ces solutions techniques et décarboner l'ensemble des secteurs du territoire. Donc à FRC, on est justement spécialisé sur cette question des moyens et on a évalué récemment, donc l'année dernière, quels sont les investissements que les collectivités devraient mettre sur la table dès aujourd'hui pour décarboner leur territoire et en tout cas leur patrimoine. Ces chiffres n'existaient pas, donc c'est vraiment des chiffres qu'on apporte dans le débat public, notamment État-collectivité, mais aussi avec l'Union européenne, pour montrer un petit peu l'ampleur de l'effort qui est demandé aux collectivités. Donc j'ai pas forcément de visuel, mais quelques chiffres à retenir. Donc le premier, c'est que les besoins d'investissement qu'on a évalués montent à 12 milliards d'euros d'investissement par an. Donc 12 milliards d'euros, c'est un minimum. Ça concerne seulement les secteurs du bâtiment, des transports et de l'énergie. C'est les secteurs d'expertise d'I4C. Et 12 milliards d'euros, par rapport à l'historique, ce qui est fait aujourd'hui par les collectivités, ça correspond à doubler l'investissement des collectivités pour le climat. On a estimé qu'en 2021-2020, en moyenne, les collectivités, dont les villes, investissaient 5 à 5,5 milliards d'euros par an pour leur politique climat. Et donc, elles devraient investir 2 fois plus, enfin plus que 2 fois plus pour atteindre 12 milliards d'euros par an. Un petit peu de contexte, ça représente environ 20% de l'investissement actuel des collectivités locales. Donc ça voudrait dire que 1 euro sur 5 devrait être dédié aux enjeux de décarbonation. C'est pas inaccessible, c'est pas non plus complètement déconnant comme ratio, mais on n'y est pas encore, donc il y a un vrai effort à faire de la part des collectivités. Derrière cette question d'investissement, on a aussi les financements pour l'ingénierie. C'est très important, j'aimerais aussi le rappeler, on parle de gros investissements, de gros projets, mais on voit très bien, il faut aussi des moyens humains derrière. Et des moyens humains, c'est aussi des moyens financiers à mettre sur la table. Donc pour des ETP qui soient dédiés aux politiques locales. On a fait aussi un décompte un peu empirique des besoins en termes d'ETP. On a 25 000 ETP sur les politiques climat locales pour du pilotage, du suivi, mais aussi pour mobiliser, on en parlait, l'ensemble des acteurs du territoire, entreprises, commerçants, habitants, citoyens, ménages. Donc là, c'est beaucoup d'ETP qu'il faut aussi mobiliser dans les territoires et ça correspond à 1,5 milliard d'euros de dépenses salariales qui s'ajoutent aux 12 milliards d'euros d'investissement. Donc on a quand même des montants qui sont assez conséquents à mobiliser de la part des collectivités. Et en plus, donc peut-être trois points pour finir. Ces montants ont été évalués en 2022 avant les questions d'inflation et qu'on a connues avec la crise énergétique. Donc ils vont sûrement être revus à la hausse là, récemment dans une publication qui va mettre à jour ces besoins-là. Ils concernent seulement les enjeux de décarbonation, mais on sait très bien qu'il y a aussi les enjeux d'adaptation, de biodiversité aussi qui sont très importants, de résilience, qui vont aussi demander des moyens, de conception des projets qui va être complètement nouveau, intégré dans le cahier des charges des questions d'adaptation. Donc ces moyens-là vont aussi revenir dans les politiques locales des collectivités. Et le troisième point important aussi à retenir, donc là on a évalué les besoins d'investissement, ça nous paraît primordial. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on les finance, et c'est je pense la question clé. Il y a une vraie question là, derrière ces besoins-là, de comment les collectivités font évoluer leur budget, quel choix budgétaire est-ce que je fais, à quel projet je renonce, à quelle ligne budgétaire je renonce, ou même quel levier de financement je vais chercher au niveau de l'Union européenne, de l'État, de la fiscalité, pour justement permettre d'avoir des investissements qui soient à la hauteur des objectifs climat. Et ça, c'est aujourd'hui une réflexion que les collectivités commencent à mettre en œuvre, mais qu'on souhaite vraiment accompagner pour qu'on ait une vraie programmation des financements climat dans le temps, à l'échelle des collectivités aussi. Merci. Effectivement, dans votre étude donc, qui s'appelle Besoins en ingénierie et financement, qui est disponible sur votre site, que je recommande vraiment parce qu'elle est très inspirante et elle permet... Il y a des ratios qui sont exploitables par les collectivités. Nous, on s'est amusé à multiplier vos ratios sur Marseille pour se rendre compte. Quand on applique vos ratios, combien de TP sont nécessaires sur Marseille sur le vélo? Ça fait un peu peur, 30 personnes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 2-3 personnes dédiées au vélo. Combien de personnes il faut pour accompagner la rénovation énergétique? On parlerait de 45 personnes sur Marseille. Je pense qu'à l'ALEC, ils sont peut-être une quinzaine, peut-être plus 2-3 personnes dans les autres collectivités. Enfin, ça met vraiment les pieds dans le plat des équipes à constituer. Donc, merci beaucoup pour ce travail. On passe à Paris maintenant, qui va nous parler de belles expériences pour mobiliser des fonds publics, des fonds privés sur le climat. Oui, et déjà mobiliser nos propres fonds en fait aussi à la ville.
Donc, tu as mentionné tout à l'heure l'évaluation climat du budget, ce qu'on appelle aussi le budget vert. Effectivement, il y a plusieurs termes pour désigner un peu la même chose. Finalement, nous, ce qu'on a fait, et d'ailleurs, on participait avec I4C à un premier groupe de travail qui a permis vraiment de dialoguer entre les chercheurs et les praticiens, on va dire, des collectivités pour mettre en œuvre une méthodologie qui soit quand même harmonisée et maintenant réplicable dans toutes les collectivités pour évaluer ligne à ligne toutes nos dépenses, aussi bien côté investissement que côté fonctionnement, pour voir les dépenses qui ont un impact significatif, favorable ou défavorable sur les enjeux climatiques. Alors effectivement, là pour l'instant, nous on l'a développé que pour la partie atténuation. À I4C, il y a une partie adaptation qui a été mise en œuvre, mais qu'il faut encore qu'on développe. Et du coup, c'est vrai que d'autres collectivités se sont un peu saisies de cette méthode, intègrent des fois d'autres critères qui sont aussi importants. D'où cet aspect un peu hétéroclite des fois des figures, enfin des chiffres qu'on peut trouver. Mais en tout cas, nous, cet outil, ça nous a aussi permis d'avoir un dialogue entre les directions opérationnelles et la direction climat où je travaille, avec aussi et surtout avec les acteurs financiers, pour essayer d'intégrer ce prisme carbone, ce prisme climatique de transition, on va dire écologique de façon plus générale, dans les critères de prise de décision. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez innovant, qui n'était pas forcément, moi quand je suis arrivée à la ville, je n'avais pas de référent dans la direction des finances avec qui m'adresser, avec qui discuter pour parler carbone. Maintenant, on est même plusieurs à constituer une équipe et à dialoguer vraiment ensemble. Et à essayer d'aller plus loin, du coup, de plus regarder nos dépenses une fois qu'elles ont été faites, mais plutôt même en amont, ex-ante, quand il y a le dialogue budgétaire entre les adjoints et l'adjoint aux finances, pour que vraiment on voit là où on a encore des efforts à faire, là où on a des marges de progression, sachant que l'évaluation climat du budget, c'est un exercice qu'on fait chaque année. Donc du coup, on a forcément une évolution dans le temps et on apprend aussi en marchant. Voilà, sur chaque projet pour voir comment est-ce qu'on peut progresser au mieux. Donc ça, c'est un premier outil. Après, je ne sais pas si on passe aussi aux autres outils directement. Oui, j'avais prévu des diapos, mais je ne sais pas si c'est vraiment si utile. Surtout, j'avais prévu plus court que ça. Mais, donc ça, c'est un peu pour expliquer la méthodologie qu'on avait développée avec I4C. Donc il y avait aussi la métropole de Lyon, la ville et la métropole de Lille, et Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg qui faisait partie de ce groupe de travail. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un arbre de décision. On regarde chaque ligne et on voit si c'est avec un impact très favorable, plutôt favorable, neutre ou défavorable, évidemment, ou alors indéfini quand on ne sait pas encore évaluer parce qu'on n'a pas assez d'informations. Et c'est ce que vraiment on a cherché à faire, à développer davantage ces dernières années pour avoir plus de dialogue vraiment avec les directions opérationnelles pour qu'on ait plus d'infos sur ces projets. Ça, c'est un schéma qui montre que l'évaluation climat du budget, c'est un outil parmi d'autres pour intégrer dans la gouvernance les enjeux climatiques. Ce qu'on a aussi et ce qu'on va développer aussi grâce au Net Zero Cities et à la mission Ville, c'est effectivement ce plan d'investissement pour savoir comment chiffrer. On a déjà un plan climat, mais comment on va chiffrer combien coûtent les actions de ce plan climat et puis au-delà de ça, combien coûte la neutralité carbone du territoire. Donc là où la ville a la main sur les actions, mais là où c'est d'autres acteurs, comme le disait Aurore, qui doivent financer, participer, contribuer au financement de la transition écologique. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on a déjà une trajectoire carbone qui nous définit un budget carbone qu'on doit ne pas dépasser pour atteindre la neutralité. On a des bilans carbone annuels, on a des impacts carbone aussi de nos projets. Et l'idée, c'est de mettre un peu tout ça en corrélation pour avoir un plan d'investissement, un budget climat qui puisse vraiment nous guider année après année pour atteindre notre objectif de neutralité carbone. Donc ça, c'est ce qu'on fait, nous, côté ville en interne. Après, on sait bien que seulement les financements publics ne pourront pas financer la transition écologique. Donc, ce qu'on a fait aussi à la ville de Paris, donc en 2018, on a créé un fonds d'investissement qui s'appelle le Paris Fonds Vert, donc qui était vraiment créé à l'initiative de la ville et qui rassemble du coup d'autres acteurs à nos côtés, donc des acteurs bancaires comme le groupe de la Caisse des dépôts, BPI France et d'autres acteurs du secteur plus énergie ou
ou du bâtiment. Et on a réussi à lever 158 millions d'euros pour financer des entreprises qui ont un impact sur le territoire, un impact territorial pour la transition écologique. Alors, ce n'est pas que sur le territoire parisien, parce qu'on a un sourcing de projets, on n'aurait pas autant d'entreprises qui avaient besoin de ces financements, mais du coup, ça permet de financer des entreprises en Espagne. Enfin, ça a été vraiment bien au-delà du territoire parisien, mais voilà, dans des entreprises qui sont dans des secteurs du bâtiment, des énergies, du photovoltaïque, de l'économie circulaire aussi, pour récupérer les sables de chantier, etc. Enfin, voilà, c'est assez large comme portefeuille, on va dire, d'investissement. Et c'est pas nous, Ville de Paris, qui menons ces investissements, parce que c'est pas notre métier. On a fait appel à un gestionnaire, donc qui est Déméter, pour gérer ce fonds. Mais par contre, c'est vrai que la ville, ça a permis d'avoir ce tiers de confiance et d'aller appeler ces financements auprès d'autres acteurs. Et ça a permis d'inciter et de faire un effet levier vers le financement privé ou public aussi. Et dernière initiative, du coup, c'est la coopérative. Je serais contente, maintenant, on ne parlera plus que de La Rochelle, on parlera aussi de Paris et Métropole du Grand Paris. Donc, on a créé, nous aussi, notre coopérative carbone, donc, qui est un opérateur de compensation carbone ou de contribution carbone locale, où l'idée, c'est d'avoir cet opérateur fait l'intermédiation entre, d'un côté, des financeurs, qui sont des entreprises, des citoyens qui veulent contribuer, participer financièrement à la transition écologique du territoire, en les mettant en face avec des porteurs de projets qui ont besoin de financement, qui ont besoin d'un effet levier financier pour changer leurs pratiques, pour planter des arbres, etc. Donc on s'appuie sur différents outils de financement, notamment le label bas carbone, qui a été développé par l'État avec l'aide d'I4C, pour financer et certifier des projets que nous financerons. Et voilà, plutôt que les entreprises compensent leurs émissions avec des projets en Asie ou enfin, voilà, à l'international, que ce reste local, au plus près de leur lieu de production, pour engager aussi leurs salariés, pour que ce soit concret et visible pour les entreprises et qu'elles contribuent sur leur impact local. Donc on a créé, c'est la première SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, que la ville a créée avec la métropole du Grand Paris. Et on a réuni, à nos côtés en tout, nous sommes 36 associés. Donc c'est aussi une vraie première pour la ville, parce que créer une SIC, ce n'est pas dans les démarches habituelles de nos élus. On est quand même habitué à faire des SEM. Et donc là, par contre, on sait bien que la neutralité carbone, on ne va pas y arriver non plus tout seul. On a besoin de toutes les parties prenantes, comme on dit. Donc on a des acteurs qui font partie du monde de l'agroforesterie, de l'agriculture, des investisseurs aussi à nos côtés, de Haute-Paris qui nous accompagnent, et aussi des citoyens qui sont aussi parmi les sociétaires de la coopérative carbone. Et donc je finirai avec cette slide parce que c'est vraiment tout nouveau. On a créé, donc ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet, mais elle est immatriculée depuis seulement une semaine ou 2, avec le site web que je vous invite tous à aller visiter et qui sera visible à partir du 2 octobre, la semaine prochaine, pour commencer à financer des projets qui sont sur le territoire. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y aura plein de questions. Après, j'invite mes collègues, si vous n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions. Avant de vous donner la parole sur les possibilités, les outils de financement, je vais faire un petit peu de pub pour Marseille et le travail qui a été fait et que vous pouvez retrouver dans la plaquette qui circule dans les salles en bas et en haut, celle-ci, qui est du coup le résumé de notre contrat ville-climat, dans lequel ça a été un gros travail. Ce matin, j'entendais parler de Scope 3 à intégrer. Donc nous, il est présent dans le diagnostic. On voit bien le poste énorme dédié, par exemple, à l'alimentation des Marseillais. On l'a bien figuré, on a fait quelques petites approximations pour en prendre la mesure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout le suivre. Si demain, tous les Marseillais deviennent végétariens, on est incapable de monitorer ça et d'en voir l'impact. Et on sait que de voir les impacts, ça quand même motive les choses. Donc il y a eu un gros travail de diagnostic sur les dépenses énergétiques aussi. On parle sur Marseille d'1,9 milliard par an
dédiés aux dépenses énergétiques, 500 millions d'euros de dépenses de carburant. 1,9 milliard, ça doit être l'équivalent du PIB marseillais dédié du secteur touristique. Donc c'est gigantesque. Donc on voit vraiment, en mettant ces chiffres sur la table, ça rappelle l'intérêt et la nécessité en termes de résilience du territoire d'agir sur la réduction de nos consommations pour être beaucoup moins dépendants des marchés qui risquent de s'envoler. Le document, pour faire bref, c'est le résultat de 8 commissions de travail qui ont travaillé pendant 6 à 8 mois, coprésidées avec la métropole et la région. Un appel à projet qui a rassemblé 200 initiatives d'acteurs qui sont mentionnées en fin de document, qui ont été mentionnées auprès de la Commission européenne, qui sont des acteurs qui cherchent des financements, du foncier, de la valorisation, et qu'on va essayer d'embarquer dans une nouvelle saison de travail très prochainement. C'est aussi un comité scientifique, une quinzaine de scientifiques sur le territoire qui ont guidé la démarche, quand ils se retrouvent de façon mensuelle et qui nous aident à mieux réfléchir, à pointer du doigt les choses qui ne vont pas. Et il y a une partie plan d'investissement qui est de l'ordre, dans les premiers travaux, on est monté à 15 milliards d'euros, 9 milliards sur les transports en commun. Alors il y a quand même 4 milliards qui sont sur un projet spécifique sur la gare Saint-Charles, qu'on appelle LMPCA phase 1 et phase 2. Mais il y a aussi 2 à 4 milliards à mobiliser pour électrifier 30% des véhicules sur Marseille. Et on sait qu'on a beaucoup de ménages qui n'auront pas cette capacité de renouvellement de leurs véhicules. Donc ça pose beaucoup de questions. On a 4,5 milliards sur la rénovation énergétique du résidentiel, 30% du résidentiel qui doit être rénové. On a 1 milliard sur la nature en ville, etc. Bref, on est monté dans les tours en termes de montant d'investissement. Et quand on cumule capacité d'investissement de la ville, de la métropole, de la région, le fonds vert, le décile du département, bref, grosso modo, les aides qu'on imagine pouvoir mobiliser, certainement on en oublie. On n'a pas intégré les dernières annonces d'hier sur la planification écologique, donc il y aura peut-être des bonnes surprises, mais on atteint 50-60% de ces 15 milliards. Donc il y a une vraie question, au-delà de rediriger les budgets, de quels sont les nouveaux mécanismes qui permettent de financer la transition. Et vraiment, nous, on espère que la mission Ville se positionne sur ce sujet-là, d'aider les villes, entendre les villes à minima et créer des nouveaux mécanismes de financement. Et ce travail, donc là je parle à une échelle territoriale, mais ça pose aussi des questions pour la ville en tant que collectivité. Concrètement, sur notre rénovation énergétique du patrimoine, il faut qu'on arrive à mobiliser de l'ordre de 1/3 de notre budget d'investissement juste sur ce sujet-là, qui en plus qui est un sujet entre nous, c'est un sujet hyper important, mais qui n'est pas forcément transformateur de la ville. Quand on rénove énergétiquement un musée, une piscine, etc., voilà, on a vu cet été que ça permet de les laisser ouvertes. Donc peut-être que la position des citoyens va changer, mais en tout cas, ça ne rajoute pas forcément de services directs aux citoyens. Donc il y a un vrai sujet de sensibilisation. On a des sujets d'orienter l'investissement privé sur le photovoltaïque, sur les réseaux de chaleur, pour essayer de tirer les modèles économiques des privés et qu'en gros, ils élargissent leur boucle pour intégrer le maximum d'acteurs dans leur réseau de chaleur. On a une sanctuarisation du budget dédié à la nature et on a un vrai sujet RH qui est parfaitement illustré par l'étude d'I4C. Donc le plan d'investissement, vraiment, pour moi, permet de mettre beaucoup de choses sur la table et inaugure des discussions futures. Et comme ça a été évoqué, par contre, un absent autour de ces Climate City Contracts, c'est le sujet de l'adaptation et les budgets qui sont dédiés à l'adaptation au changement climatique, qui doivent commencer aussi à être mis en visibilité parce que ça va être potentiellement des budgets assez importants. Voilà pour la petite pub. Et je donne la parole maintenant à Madame Ménez sur les financements européens. Madame Ménez de l'ANCT. Merci beaucoup. Donc effectivement, alors depuis 2 jours, je pense qu'on entend beaucoup parler de l'Europe. On ne cache plus le fait que la transition climatique, la neutralité climatique, c'est vraiment au centre des politiques européennes. Ça a pris une place structurante dans toutes les politiques européennes, y compris les politiques sectorielles, et avec des conséquences réglementaires évidemment, mais également des engagements financiers qui ont cru ces dernières années. Alors je vais parler de la politique dont on s'occupe à l'ANCT, qui est la politique de cohésion. C'est les fonds du FEDER, du FSE et le nouveau qui s'appelle le Fonds de transition juste. Donc c'est des fonds pour le développement économique régional. Ah non, voilà, pardon. Donc c'est le premier budget d'investissement de l'Union européenne. Maintenant, on a doublé la PAC, on est content. La politique agricole commune, pardon. Et donc pour la France, ça représente 9 milliards d'euros pour la période, alors normalement 2021-2027, mais en fait on est plutôt sur du 2023-2027. Donc on a 9 milliards d'euros de crédits d'investissement FEDER
pour la France. Et effectivement, ces crédits, ils ont été, ces dernières années, largement réorientés vers la transition énergétique, la transition climatique. Une des exigences, par exemple, qu'on a sur le FEDER, c'est qu'il faut que 30% du FEDER en France, donc on parle de 3 milliards d'euros, aille en direction d'actions en faveur du climat. Donc chaque action va être... on va regarder si elle contribue au climat à hauteur de 0, 40 ou 100%. Et il faut que 30% des actions, enfin 30% des crédits aillent à des actions en faveur du climat. Donc qu'est-ce qu'on finance avec le FEDER? Alors certains d'entre vous êtes sans doute familiers avec ces choses-là, mais je viens surtout pour qu'on systématise l'utilisation du FEDER quand on parle de transition des territoires, parce que c'est vraiment... avant, on finançait beaucoup d'infrastructures lourdes, puis on s'est mis à financer beaucoup de compétitivité des entreprises, ce qui est toujours le cas. Mais voilà, aujourd'hui, la place de la transition est plus importante avec le FEDER. Donc on finance de la transition énergétique, de la rénovation énergétique de bâtiments publics et de logements sociaux, beaucoup. Les régions ont prévu de mettre 800 millions d'euros de mémoire sur la transition énergétique. On finance la résilience climatique. Alors le sujet de l'adaptation au changement climatique est effectivement assez présent dans le FEDER. Donc la résilience climatique au climat futur des villes et des bâtiments. Et puis, donc ouais, on a 800 millions sur l'efficacité énergétique, 400 millions sur les énergies renouvelables, 600 millions sur les mobilités douces, enfin 584, beaucoup de pistes cyclables par exemple, qui ont prévu d'être financées sur la période 23-27. Donc l'adaptation des territoires au climat futur, avec la gestion de la ressource en eau, de la préservation de la biodiversité, le rôle de la biodiversité dans l'utilisation de solutions fondées sur la nature pour gérer des inondations ou des sécheresses, et l'utilisation des écosystèmes pour renforcer ce rôle tampon des écosystèmes. Et puis enfin, des crédits en faveur de la réduction de la pression anthropique sur les territoires avec des investissements en faveur de l'économie circulaire, et d'autres fonds comme la politique agricole commune ou la pêche qui vont venir aussi sur la production, favoriser la production locale et les circuits courts. Voilà, donc il y a beaucoup de crédits, donc il faut absolument que vous alliez, que vous voyez ce qu'il y a dans les programmes de vos régions respectives, parce qu'il y a beaucoup de crédits sur ces thématiques. Alors les chiffres sont assez importants. Bon, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'il y a 30% de ces crédits qui vont dans nos départements d'outre-mer, dans nos régions ultra-périphériques, parce que c'est là où les besoins de développement sont les plus importants. Donc l'enveloppe pour l'Hexagone est un peu plus limitée, mais voilà, il y a vraiment des crédits importants. Ces dernières années, les territoires aussi ont pris une place plus importante dans les politiques européennes, parce que l'Europe, comme tout le monde, se rend compte qu'effectivement, les stratégies sont bien définies au niveau européen ou national, mais c'est bien au niveau local, au niveau le plus local qu'on peut intervenir. Donc il y a cette transition vers l'approche territoriale, à travailler avec des territoires d'action. On le voit dans le nouveau fonds, le fonds de transition juste, par exemple. Le fonds de transition juste, qui est un nouveau fonds qui a été créé dans le cadre du Pacte vert européen pour accompagner les territoires les plus émetteurs en Europe. Alors en France, initialement, c'était effectivement Dunkerque et les Bouches-du-Rhône, enfin le Hauts-de-France et les Bouches-du-Rhône qui étaient ciblés. Bon, finalement, on a élargi à d'autres territoires très émetteurs en France, et donc ces territoires bénéficient d'une enveloppe supplémentaire de 1 milliard d'euros pour la France pour la période 23-27. Pour renforcer cette transition, pour aller sur de nouvelles activités économiques moins polluantes, enfin pas polluantes, donc pour engager cette transition climatique. Donc on a ce fonds de transition juste. La politique de cohésion, il y a une partie des crédits qui sont réservés aux villes. Dans le règlement, on a 8% des crédits qui sont réservés au développement urbain durable. Donc il y a une vraie volonté de cibler les villes avec ce FEDER. Et puis d'autres initiatives comme l'initiative urbaine européenne, c'est une partie de l'enveloppe du FEDER qui est gérée au niveau européen, avec des appels à projets. On avait entendu ce matin parler du nouveau Bauhaus européen. Enfin, il y a tout un tas de projets qui peuvent être financés dans les villes par cette enveloppe supplémentaire qui est gérée au niveau européen, et toujours dans cette perspective de la ville durable. Enfin, je voulais juste finir avec les nouveaux défis pour les villes à venir, dont on a assez peu parlé, il me semble, depuis ce matin. C'est effectivement l'arrivée très prochainement
du fameux ETS2, donc le nouveau système d'échange des quotas carbone qui va s'appliquer à partir de 2027 aux bâtiments et aux transports. Et ça va être une petite révolution dans le monde des bâtiments et des transports, puisque la conséquence directe, c'est que du coup, les producteurs d'énergie, de carburant concrètement et d'énergie fossile vont être soumis à quotas. Donc la conséquence directe qu'on anticipe, c'est qu'il va y avoir une augmentation assez forte du coût des carburants et des énergies fossiles, avec des conséquences importantes pour les utilisateurs de voitures thermiques et de logements avec du chauffage thermique. Et donc ça va être un véritable défi aussi pour les villes, pour savoir comment on anticipe ce bouleversement à partir de 2027. L'Europe a prévu un fonds de compensation qui vise les personnes et les territoires les plus vulnérables, notamment les usagers des transports les plus vulnérables. Et donc là, on a 2-3 ans pour réfléchir en France à qu'est-ce qu'on va faire. En France, on prévoit à peu près, je crois que c'est 1,6 milliard d'euros par an dont on bénéficiera à partir de 2026. Donc qu'est-ce qu'on fait de cet argent pour accompagner cette transition vers des prix des carburants et des énergies fossiles qui seront très élevés? Et comment on accompagne les plus vulnérables dans cette transition? Donc voilà, il se passe beaucoup de choses au niveau européen. Ce sujet du climat est très présent. Et ayez ce réflexe maintenant d'aller chercher des fonds européens quand on parle de transition, parce qu'il y en a un peu partout. Merci beaucoup pour tous ces chiffres. Donc on a vu l'échelle européenne et des perspectives de financement intéressantes. Cette petite alerte sur le fonds social, comment il s'appelle ? Fonds social climat, et du coup peut-être la réflexion aux échelles locales de comment bien le capter, le distribuer, ou en tout cas pousser en termes de lobbying des règles qui nous paraissent pertinentes pour notamment protéger les ménages précaires. À l'échelle française, on a la Banque des Territoires qui aide beaucoup sur tout un tas de sujets. Et du coup, on voulait vous avoir autour de la table pour que vous puissiez nous en parler. Très bien, merci de votre invitation. Donc moi, je suis le directeur régional de la Banque des Territoires pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en fait, je dirige une banque qui n'existe pas, puisque la Banque des Territoires, c'est juste une marque. C'est une marque sous laquelle la Caisse des dépôts a regroupé ses activités qui ont un impact territorial. La Caisse des dépôts, on l'a vu tout à l'heure, elle est présente au niveau national, au niveau macro, à travers notamment des participations stratégiques. Ça fait partie de la réponse. Voilà, quand la Caisse des dépôts devient actionnaire de Suez, quand elle devient actionnaire de RTE, de GRT Gaz, de Transdev, etc., voilà, elle a un impact sur l'environnement. Donc là, on raisonne à l'échelle de l'établissement, du groupe Caisse des dépôts. Et puis, on a cette action territorialisée à travers la Banque des Territoires. Pour vous donner un ordre de grandeur de la capacité d'action du groupe, le directeur général a annoncé il n'y a pas très longtemps l'engagement du groupe de consacrer 100 milliards d'euros sur 5 ans à la transition écologique, ce qui fait à peu près un tiers du besoin estimé par le rapport Pisani-Ferry. Donc ça donne une idée en fait de ce qui est l'effet de levier du groupe. C'est difficile de vous expliquer ce qu'on fait parce qu'en fait on fait à peu près tout. C'est plus facile de vous expliquer ce qu'on fait pas. Si demain on devait faire la performance thermique dans les prisons, je ne saurais pas faire, je ne saurais pas intervenir, mais pour le reste, on peut faire à peu près tout. Et on peut le faire avec des leviers qui sont extrêmement diversifiés. C'est peut-être là-dessus qu'il faut que je revienne parce que c'est le plus intéressant. Alors là, je parle sous l'angle Caisse des dépôts, mais en réalité, les transformations que je vais évoquer là, c'est des transformations qui concernent tout le secteur financier. C'est-à-dire qu'on est tous soumis à la même logique qui consiste à verdir notre activité. On est tous soumis au règlement sur la taxonomie européenne qui va progressivement conduire à classifier les différents types d'investissements en fonction de leur caractère durable ou non durable. Et comme tout établissement public, la Caisse des dépôts, comme les banques, elles font des arbitrages dans l'allocation de leurs fonds propres pour faire travailler son bilan. Mais quand on va arbitrer entre différents secteurs ou différents types d'interventions, on ira de plus en plus vers ceux qui sont les plus durables et ça amènera à des arbitrages qui seront très structurants. Donc normalement, ça devrait pousser dans le sens d'une plus grande disponibilité des fonds pour des activités à caractère durable. Je peux peut-être dire un mot de nos modalités d'intervention. Vous vous interrogiez tout à l'heure sur ce qu'il fallait faire pour financer la transition. Nous, on a 3 axes d'intervention. Le premier, c'est de financer de l'ingénierie. C'est probablement ce qui nous distingue des banques du secteur commercial, c'est-à-dire qu'on consacre beaucoup de ressources sur nos fonds propres, en subvention, pour alimenter les réflexions, les stratégies et la conduite de projets des collectivités locales, pour l'essentiel.
Et c'est un secteur sur lequel on est très présent. Ça doit faire pratiquement 200 millions d'euros d'engagement par an pour la Banque des Territoires, avec un enjeu qui est la lisibilité pour nos contreparties. C'est-à-dire que la NCT a aussi des crédits d'ingénierie, le CEREMA en a, l'ADEME en a aussi, et on se retrouve, les collectivités qui sont face à nous se retrouvent confrontées à une difficulté qui est non pas le manque de crédit pour pouvoir alimenter des études ou financer un bout de TP, de chef de projet, etc. C'est plutôt de réussir à comprendre comment tout ça fonctionne et de lisibilité de ce système. Ça, c'est un premier enjeu. Deuxième levier d'intervention, celui pour lequel on nous connaît depuis le plus longtemps, c'est celui de prêteur, avec une poche de financement très importante qui est le livret A, qui est une poche vertueuse. C'est alimenté par l'épargne populaire et ça nous permet de faire des prêts qui ont cette caractéristique ou cette distinction par rapport aux prêts du secteur bancaire habituel, c'est que c'est des prêts de très long terme. On commence à 25 ans et on va jusqu'à 40, 60, 80 ans pour du portage foncier. Et ça, c'est vraiment ce qui nous distingue des autres établissements bancaires. Et ça résonne assez bien en fait avec les enjeux de la transition écologique. Là, on a fait très récemment un prêt qui n'avait pas vraiment de précédent, qui est un prêt de 600 millions d'euros pour refaire la station d'épuration de la métropole de Nice. C'est un prêt horizon de 40 ans, il n'y a pas d'alternative sur le marché. Voilà. Mais en même temps, ça a du sens de financer sur 40 ans une infrastructure qui bénéficiera à plusieurs générations. Ça permet d'étaler le coût dans la durée. Alors ces prêts sur livret A, ils ont une caractéristique qui est bien connue des directions financières des collectivités, c'est le fait que ce soit à taux révisable. Et pendant quelques années, ça a été une offre qui n'a pas été très attractive parce qu'on a été sur des taux nuls, voire négatifs sur les taux de marché. Donc nous, avec notre livret A, on était un petit peu à la marge. Mais c'est une offre qui retrouve de l'intérêt parce que aujourd'hui les taux fixes sont repartis à la hausse et le taux du livret A, lui, il est régulé. Il est régulé par la pouvoir public et donc on sait là qu'il restera à 3% jusqu'à la fin de l'année 2024, ce qui donne de la visibilité et ce qui redonne de la compétitivité à cette offre-là. C'est une offre qui est vertueuse, voilà, pour ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même alimenté par l'épargne populaire et ça permet de porter des projets qui sont de très grande envergure et de très long terme. On ne fait pas que ça, et on a aussi une complémentarité, je rebondis avec ce qui a été dit tout à l'heure, sur les financements européens et la BEI. On est aussi en subsidiarité ou en complémentarité avec des fonds européens. On sait faire des prêts à taux fixe qui sont refinancés par la BEI. Notre intervention, elle a un sens parce qu'elle permet à la BEI d'aller chercher des projets de plus petite taille que ce qu'elle fait elle-même, en fait. Et en s'appuyant sur les banques de développement national, ça permet d'aller chercher des projets qui sont jusqu'à 25 millions de CAPEX, dont on peut financer la moitié. Et donc, ça permet d'aller chercher des projets de plus petite taille. Mais voilà, dans les métropoles comme Marseille, 25 millions de financement, c'est beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est notre activité de prêteur. On sait aussi, outre ce prêt très, très classique et très connu, on sait faire l'innovation et d'une certaine manière, dans le secteur financier, on traverse une période d'innovation et d'inventivité en matière de financement. Alors c'est plus salutaire que ça l'a été par le passé, parce que autrefois, ça servait le greed, ça servait la cupidité, avec le 2008 comme résultat. Aujourd'hui, c'est plutôt sur le green et il y a vraiment de l'ingénierie financière intéressante et des outils qui commencent à émerger et qui permettent de mieux répondre aux soucis des collectivités. Je pense en particulier à un outil qu'on a mis en place qui s'appelle l'Intracting, qui est une avance remboursable qu'on met à disposition des collectivités, qui leur permet de faire de la rénovation de piscines, d'éclairage public, de bâtiments scolaires ou de bâtiments publics, de les faire sur un amortissement de 13-15 ans, et de rembourser les avances remboursables et les économies d'énergie qui ont été réalisées. Et donc, on réussit à faire la corrélation entre l'argent qu'on a emprunté et l'argent qu'on a économisé via les charges, et ça permet d'avoir une neutralité budgétaire. Ça, c'est notre métier prêteur. Et je me permets juste d'insister aussi sur un autre métier qui est très important, c'est celui d'investisseur sur nos fonds propres. Donc là, on n'utilise plus les fonds du livret A, on ne se refinance plus auprès de la BEI, c'est vraiment sur nos crédits à nous. On intervient comme investisseur et avec un effet de levier sur l'investissement privé. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, on ne fera pas ça avec de la dette publique. Là, moi, je parle de dette, mais il y a des collectivités qui ont déjà plus de marge de manœuvre. Plus de marge de manœuvre du fait de le niveau de dette qu'elles ont d'ores et déjà atteint. Peu de marge de manœuvre en termes de fiscalité.
donc avec un mur d'investissement devant elle, la dette n'est pas forcément une réponse pour tout le monde. Donc il faut aussi aller chercher des fonds privés, et nous on le fait à travers une activité d'investissement. On peut le faire en investissant dans des sociétés de projet, pour répondre à des DSP par exemple, sur de la gestion de déchets, des transports. On sait le faire à travers l'économie mixte, et moi ma conviction c'est que la transition écologique elle redonne du souffle à l'économie mixte, parce qu'on a non seulement besoin de fonds, mais on a besoin d'opérateurs, on a besoin d'être outillés quand on est collectivité locale. Typiquement, avec la ville de Marseille, on regarde un projet de SEM Énergie pour produire de l'énergie renouvelable. On l'est aussi à travers des prises de participation dans des entreprises qui vont permettre d'apporter l'innovation et le savoir-faire dans le secteur. On a parlé de Ténergie tout à l'heure qui a été évoqué. On est actionnaire de Ténergie. Et puis on peut aussi être actionnaire des coopératives carbone. Voilà, c'est un autre exemple. Vu tout à l'heure, le groupe Caisse des dépôts, il était présent à travers la Banque des Territoires, à travers Sogaris, qui est une SEM dans laquelle on est actionnaire, à travers la Société Forestière, qui fait partie du groupe, et CDC Biodiversité. Donc en fait, on est un peu présent sur tous les axes. Merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on pourra toutes les villes venir vous voir avec notre plan d'investissement et discuter. Alors, vous serez les bienvenus. Vous serez les bienvenus. Et dans les relations avec les élus locaux, la première façon de les aborder, c'est de leur dire « Je ne sais pas quel est votre problème, mais il est vraisemblable que j'ai un bout de solution. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. » Ça marche. Le message est passé. Je vois qu'il reste 5 minutes. Je ne sais pas si c'est 5 minutes sur... Avec grand plaisir, Sébastien, c'est quelque chose que j'adore faire. Eh bien, du coup, donc, il faut que quelqu'un lève la main et on va lui amener un micro, j'imagine. 10 minutes. Il y a une Ou question s'il y a des questions en ligne. Il y a une question en ligne de Virginie Lasserre du CEREMA. C'est une question pour Or Colin d'I4C. Est-ce que vos chiffres de l'étude tiennent compte des objectifs de sobriété pour les besoins d'investissement ? Alors, sur les chiffres, on s'est basé vraiment sur l'objectif de trajectoire carbone donné au niveau de la stratégie nationale bas carbone. Donc, en fait, on est sur des questions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, forcément, dans le bâtiment, par exemple, il y aura des besoins de rénovation thermique et aussi de la sobriété. Et du coup, on prend en compte, nous, dans les objectifs, en effet, une part de sobriété qui réduit un petit peu le besoin d'investissement. Mais au final, sur les investissements qu'on a regardés, même en termes de mobilité, etc., là, on se base, par exemple, sur l'évolution des passagers kilomètres de la SNBC, donc où il y a un petit peu, en effet, de maîtrise de la demande, mais ce sont des trajectoires qui sont fixées par la stratégie nationale actuelle. Donc, c'est vraiment ce cadre-là. Donc, la question, ce serait plutôt, est-ce que la stratégie française sur laquelle on se base prend en compte la sobriété, et si oui, comment est-ce qu'elle la met en œuvre, avec quelle politique et quelles incitations. Mais clairement, dans la stratégie actuelle, il y a un petit peu de sobriété, et en fait, là, tout est en train d'être un petit peu remis à jour avec la planification écologique. Et la question, c'est avec quelle place la sobriété dans cette planification-là, qui permettrait peut-être de réduire en effet les besoins d'investissement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. Donc c'est une bonne question, et on espère que la planification écologique aussi prendra en compte cette question de la sobriété. Une question dans la salle, peut-être ? Attendez, je crois que sinon on ne vous entend pas en ligne. Donc, C'est bon. Pierre Véry, Grenoble-Alpes Métropole. On avait regardé les taux de l'intracting début 2022 avec la Banque des Territoires en Auvergne-Rhône-Alpes. On était à 0,25% sur des taux classiques. On est à quel taux aujourd'hui, mi-2023 ? Là, on doit être remonté à peu près 2 aujourd'hui. Donc ça reste compétitif par rapport au reste du marché. De même que l'est le taux du livret A d'une manière générale. Je disais tout à l'heure, 3% plus ces 40 points de base de marge, ce qui est ridicule dans le secteur bancaire. 40 points de base de marge pour tout ce qui a trait à la transition écologique. En fait, aujourd'hui, vous endettez à 40 ans à 3,5. Donc pour des projets d'infrastructure, il n'y a pas d'équivalent. Une question là-bas. Je reconnais cette personne qui est de la ville de Marseille. Bonjour, Robinson Gilly, responsable de la mission financement partenariat à la ville de Marseille. Je voulais partager les travaux qu'on réalise avec Arthur et qu'on essaie de développer avec d'autres villes, notamment sur le financement du contrat des 100 villes, puisque comme l'évoquait Arthur, on est à peu près à 15 milliards d'euros d'investissement, on est sur des volumes très conséquents.
On a toujours 6 milliards d'euros en manque, en reste à financer. Donc on s'est posé la question, puisqu'on a été premier à déposer le contrat, de comment financer ce reste à financer. Et je voulais partager avec vous nos réflexions pour qu'on puisse en discuter et voilà, participer au lobbying qui peut être opéré sur les prochaines années sur le sujet. Donc on avait 3 points qu'on avait relevés. Le premier, c'est sur la politique de cohésion, bien entendu. Donc on reprend les classiques. On aurait souhaité qu'elle soit un peu plus urbaine. Donc on a évoqué effectivement qu'elle était au moins à 9% de la politique de cohésion aujourd'hui, mais pourquoi pas aller plus haut, plus loin sur le sujet, puisque les villes et l'urbain sont les premiers émetteurs de CO2. Bien entendu qu'elle soit plus climatique. Quand on regarde aujourd'hui le PO de la région PACA, on peut solliciter uniquement 120 millions d'euros sur la programmation 21-27, à mettre en lumière avec les 6 milliards. En deuxième point, on avait évidemment la dette, puisque c'est un sujet qui revient, comme l'a évoqué M. Roux. On a des sujets d'investissement et de faire financer par la dette l'investissement conséquent de la ville de Marseille. Et en l'occurrence, on se posait la question de l'opportunité d'avoir d'une dette financée par la Commission européenne, avec des obligations qui soient mises directement par la Commission européenne, et ensuite restituées aux collectivités, un format de quantitative easing des États, mais version collectivité. Donc ça pourrait être une option. Et la troisième, c'était un dispositif un peu plus classique qui est utilisé tous les jours par toutes les collectivités de France, qui est le fonds de compensation pour la TVA, qui permet de rembourser une partie de l'investissement des collectivités à hauteur de 16% sur les 20% que nous payons. Il y a toujours une marge de manœuvre de 4% ici qui est aujourd'hui pas remboursée par l'État français, puisqu'en fait c'est la participation de l'État français au budget de l'Union européenne. Donc la question c'est de se poser, est-ce qu'on peut solliciter la Commission européenne pour leur dire économisez-nous la part de l'État français du fonds de compensation de TVA pour qu'elle soit reversée directement aux collectivités territoriales. Donc c'est des volumes qui sont très conséquents, puisqu'on pourrait imaginer plusieurs centaines de millions via ce dispositif-là. Donc on avait ces 3 propositions de la part de la ville de Marseille qu'on souhaitait aussi partager avec les villes, les 100 villes et le club des 9 ici, mais plus largement avec toutes les villes françaises, puisqu'effectivement on n'imagine pas des dispositifs qui soient exclusifs pour le club des 9. Merci. Ouais. Une petite réaction juste sur ce travail-là. On pense que c'est très très précieux, donc merci de l'avoir réalisé et de le partager. À F4C, on va essayer de lancer une dynamique, groupe de travail pour réfléchir justement à massifier un peu cette démarche-là, d'évaluer les besoins d'investissement, mais aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on les finance. Alors en effet, au niveau de l'État aujourd'hui, la question se pose aussi, mais au niveau de l'Union européenne aussi, ça se pose. On a des beaux objectifs maintenant, quels moyens est-ce qu'on met derrière? Donc je pense que collectivement, c'est une réponse que seule une collectivité n'arrivera pas à y répondre toute seule. Donc c'est vraiment collectivement qu'on arrive à créer les solutions et dynamiques, pas seulement entre collectivités, mais aussi un dialogue avec l'État et l'Union européenne. Donc si jamais il y a d'autres collectivités qui veulent se lancer dans cet exercice-là, nous, on est prêts et très motivés à accompagner cette dynamique-là et à faire qu'elle soit réplicable à l'ensemble des collectivités et villes intéressées sur cette question d'investissement. Enfin, toutes devraient être intéressées sur cette question-là. Donc, voilà. Bon, donc si vous êtes intéressé, on contacte Aurore Collin. Oui, ma question s'adresse plutôt... Oui, pardon, Marie-Annick Leroy, Cossen Agglomération. Ma question s'adresse surtout à Aurore Collin, parce que vous avez parlé du budget atténuation. Alors, je ne sais pas combien de temps vous avez mis pour établir ce budget, enfin, atténuation, décarbonation. Alors, est-ce que vous avez déjà dans les tuyaux un budget adaptation ? Et sous quel délai éventuellement? Parce que quand on voit les enjeux liés à l'adaptation aujourd'hui, puisque c'est vraiment le parent pauvre de tous les projets, est-ce que soit I4C ou l'ADEME ou je ne sais pas qui, mais est-ce que vous serez en capacité de nous établir ce budget? Alors, très bonne question aussi. Sur l'adaptation, on a en effet aussi des experts qui travaillent sur ce sujet-là. On a commencé à avoir quelques premiers chiffres, mais au niveau national, sur les besoins. Donc, il me semble, mais je n'ai pas relu l'étude, c'est 12 milliards d'euros d'investissement à court terme sur la question d'adaptation à l'échelle nationale, donc pas seulement collectivité, donc, voilà, qui serait dédié à l'adaptation en termes de moyens humains, en termes aussi de politique d'investissement. Mais il y a aussi une très grosse question sur l'adaptation, c'est comment faire en sorte que les 12 milliards d'euros dont j'ai parlé
à l'échelle des collectivités, soit adapté au changement climatique. C'est pas forcément investir plus, c'est bien concevoir l'investissement, bien concevoir les projets pour faire en sorte qu'une rénovation, par exemple, prenne en compte le confort d'été. Et des fois, c'est pas forcément un investissement supplémentaire, mais c'est juste un cahier des charges à bien penser, une montée en formation aussi de la filière du bâtiment, mais aussi des ingénieurs techniques au niveau des collectivités. Donc il y a vraiment cette prise en compte dans la conception des politiques publiques et des investissements, la prise en compte de l'adaptation au changement climatique. Donc là, on a cette question-là. Et budget d'adaptation au niveau local, on n'est pas encore assez mature. On a une étude qui a identifié un peu les besoins en termes de politique locale. On a commencé à chiffrer, donc vous pouvez regarder sur le site, il y a une étude qui est mise en ligne, mais on n'arrive pas à avoir un niveau de maturité aussi précis que sur la décarbonation. Je dis juste un mot, il me semble que ce que vient de dire Aurore est fondamental. On recrée un silo adaptation et un silo atténuation. Or, les deux sujets sont intimement liés. Et l'exemple que vous avez donné est parfait. Enfin, une rénovation énergétique d'un bâtiment doit absolument être l'occasion de l'adapter. Sinon, donc il faut les deux. C'était d'ailleurs les grands reproches qu'on faisait aux réglementations thermiques précédentes, de ne pas tenir suffisamment compte du confort d'été, etc. Ça évolue, mais on peut aller plus loin que la réglementation de toute façon. Donc vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, par exemple la végétalisation, ça va permettre de capter du carbone en reconstituant les fonctionnalités naturelles du sol et donc de favoriser la végétalisation durable. Donc on va se préoccuper de la question de la ressource en eau qui est dessous et on aura un îlot de fraîcheur pour l'adaptation en même temps qu'on aura de la captation de carbone, etc., etc. Donc je pense qu'il faut essayer le moins possible de séparer les deux et d'utiliser tous les crédits qu'on a aujourd'hui pour faire les deux à la fois. Et alors c'est pas possible sur tout, je pense, mais c'est plus facile au niveau local qu'au niveau national. On voit bien que sur les grandes infrastructures industrielles, de la décarbonation de l'industrie, etc., bon, on est quand même sur des sujets différents. On va être plutôt sur l'atténuation que sur l'adaptation. Mais sur l'évolution du bâti, de l'espace public, des transports, etc., on peut le plus possible faire les deux en même temps. On présente beaucoup d'outils dans nos ateliers, d'ailleurs, qui permettent de faire les deux en même temps. On a une dernière question, je crois, qui était ici. Oui, merci. C'est plutôt une réflexion. Je trouvais des choses très intéressantes. La question des échelles. Alors, Jean Grébert, des ateliers de Cergy. La question des échelles était tout à fait intéressante, avec notamment la valorisation de l'échelle du quartier, l'échelle locale, tout ce qui est bottom-up. Et puis également une vision mondiale et les influences extérieures. Par contre, je trouve qu'on reste quand même très dans l'épée de Damoclès d'être entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire le marteau, c'est finalement les grosses infrastructures qu'on a construites, que ce soit les infrastructures de tramway dans les villes moyennes ou un peu plus grandes. Et puis la spécificité de la France, c'est le réseau TGV qui est fabuleux, envié par tout le monde. On est dans une accélération d'usage. Les gares sont saturées, les gares parisiennes. On est passé à Montparnasse de 40 millions à 75 millions par an. Et il faut saturer, il faut que les trains soient à ras-bord. C'est toujours la guérilla pour monter dans le train tous les jours, à toutes les heures et tous les jours de la semaine. Donc il y a ce socle, je dirais, infrastructurel qui lui, est toujours à une allure très très vive. Et puis le marteau, c'est quoi? On a parlé de choses très intéressantes sur la frugalité, les changements de comportement, etc. Mais globalement, on est dans du push dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on est dans la... On a parlé de surconsommation, mais on est globalement dans une philosophie où on crée le besoin. Quand des villes sont saturées de trottinettes qui viennent d'opérateurs du bout du monde et qui en déversent quelques centaines de milliers, ou quelques centaines seulement, on est dans ce cycle-là qui n'est plus du tout, entre guillemets, raisonnable, mais on est un peu écartelé entre les deux. Donc effectivement, par rapport à ce que vous disiez, la vraie interrogation, c'est finalement ce qu'on a sur les réseaux d'énergie ou autres, c'est le demand response. C'est comment on va pouvoir mettre ça en place. Et je crois que là, un mot qui a été cité que je trouve assez intéressant, c'est celui des quotas. Donc comment on peut avoir des quotas acceptables par la multitude d'acteurs? Non, je pense qu'on peut... ça ne plaît pas vraiment. Pas du tout. Je pense que ça conclut peut-être la table ronde. Et merci à tous les intervenants. Et je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était très intéressant d'avoir ce panel. Merci beaucoup.